Madame Catherine Michaud-Claire, également à notre comité quinquennal du canton de Vaud, va vous présenter le orateur, M. Bourdette, en quelques mots. Catherine, bonsoir. Alors, cette année, c'est la séance de l'OSMO, la bataille des livres, a fait le choix de M. Claude Bourdette, qui va vous parler bien sûr lecture, entre autres. Monsieur Bourdette est enseignant en 5-6 pendant 25 ans, j'ai appris ça aujourd'hui, donc c'est long. Puis il s'est dirigé auprès des étudiants de la HEP Lausanne en tant que formateur didactique du français. Actuellement, il est à la retraite, mais ça n'empêche pas de parler de lecture, de compréhension, d'échange. Voilà, je lui laisse la parole. Bonne soirée. Merci. On regarde si ça... Voilà, bonsoir, très heureux de venir vous parler de littérature. En effet, même à la retraite, c'est toujours un sujet qui m'intéresse et je continue à lire beaucoup de livres de littérature jeunesse. Conférence, j'en ai relevé 3. Poussez plus loin votre réflexion autour de la compréhension, l'enseignement de la compréhension. Ça reste un parent pauvre. On fait lire nos élèves, mais est-ce qu'on leur apprend, est-ce qu'on leur enseigne vraiment la compréhension? En tant qu'ancien formateur à l'HEP, c'était un des parents pauvres de notre enseignement en tant que formateur. On passait beaucoup de temps en grammaire, voilà, mais assez peu sur la lecture. Sauf pour l'apprentissage de la lecture, mais on considère souvent comment les élèves savent lire, décoder, ben c'est bon, ils vont comprendre de toute manière. Ce qui n'est pas le cas de pas mal d'élèves. Ensuite, vous donnez des pistes pour vous outiller et outiller vos élèves pour mieux comprendre un texte, pour la prise de notes, parce que ça c'est une chose qui me paraît importante à développer, et surtout dans le cadre de la bataille des livres, et puis de l'échange autour du livre. Là aussi, pour moi, c'est un peu mon leitmotiv de me dire, mais finalement, quand on lit pour quelles raisons et on en fait quoi? Un sujet qu'on développera un petit peu plus tard. Et puis, vous donner envie, si possible, de vous former un peu plus encore à la compréhension. Et là, je reste, si jamais, à votre disposition. Comment j'ai construit vous emmener? Et puis, après, de me dire, ben voilà, on va mettre quelles chaussures, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Et ça me paraît important. Est-ce que les élèves que vous avez sachent ce qu'ils vont faire avec le livre qu'ils lisent avant de le lire. Donc ça veut dire que pour vous, vous devez fixer, transmettre et expliquer les buts finalement que vous mettez derrière cette activité de lecture d'un livre ou de plusieurs livres de la BDL. L'enseignement explicite, des outils qui permettent à vos élèves, alors là je reviendrai sur l'enseignement explicite, où c'est quelque chose aussi qui est très utile pour tout ce qui est stratégie, et de pouvoir replacer aussi l'enseignant, c'est-à-dire au centre, et de dire vous êtes expert, et donc à quelque part il vous faudra partager votre expertise avec vos élèves. Et du côté des élèves, c'est important qu'ils comprennent les buts, et puis qu'ils les mémorisent, d'accord? Ce qui leur permettra à eux aussi de choisir les outils que vous avez enseignés pour pouvoir répondre au but que vous avez assigné. Je vous demanderai juste de revenir sur le dernier livre que vous avez lu, peut-être cet été. Une fois qu'on est en activité, on a peut-être un peu moins de temps, hein. C'est vrai que, voilà. De réfléchir un petit peu pour quelles raisons vous avez lu ce livre. Et puis de savoir ce que vous en avez fait après. Alors, je vous donne la parole pendant un tout petit moment. Qu'est-ce que vous avez fait après la lecture du dernier livre que vous avez lu? Allez, qui se lance? On va pas faire le tour de la salle. Oui? Moi, souvent, les livres que je lis, je les passe à un petit réseau. C'est la voisine, ou c'est la mamie, ou c'est une copine, un copain. Vous le donnez simplement? Ouais. Enfin, okay. On en discute aussi. Ah, je vais pas passer... C'est autre chose. Parce que pour moi, donner un livre, c'est une chose. Si je le donne et que je l'accompagne en disant
ah, tu sais, cette histoire, enfin, vous voyez, si on peut dire, quand on veut faire passer les livres à quelqu'un, on peut aller un peu plus loin que simplement le donner. Après, c'est pas une expertise. Ouais, voilà. Non, c'est votre expertise. Ah oui, mais elle est importante. C'est votre expertise de lectrice. Autre chose que vous faites après avoir lu? Oui? Non, non, j'essaie de. Si j'ai bien aimé, je sens j'essaie de convaincre ma famille de le lire. Et puis voilà, j'essaie de dire ah, c'est génial, merci pour ça. Et puis j'aime bien qu'ils les lisent, comme ça après on peut en parler vraiment, discuter des différentes choses. C'est sympa de partager. Voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai obtenu ce que je voulais. Finalement, le but de la lecture, même si au départ, activité individuelle, hein, est souvent très calme, posée, etc., le but après, ben, c'est d'échanger. Donc c'est pour ça que j'ai basé ma conférence sur le but final et en me disant, pour que les élèves puissent échanger, qu'est-ce qu'il faut faire avant? Et puis remonter un petit peu pour voir le point de départ. Alors pour à ce qu'ils puissent échanger, eh ben, il faut leur enseigner sur quoi ils peuvent échanger. Et là, j'ai mis quelques exemples. Le j'ai aimé, j'ai adoré, j'ai détesté. Et ça, n'oubliez pas d'accepter aussi qu'un élève n'aime pas un livre, d'accord? C'est son droit de lecteur et c'est important à développer. Mais la chose peut-être la plus importante, c'est pas se contenter de j'ai adoré ou j'ai détesté, c'est le parce que. D'habituer vos élèves vraiment à justifier leur choix. Ça ne veut pas dire qu'il y a une bonne réponse, mais lorsqu'on aime quelque chose, on doit pouvoir dire pour quelle raison on a aimé ou pas. D'accord? Donc le parce que, il faut y tenir. Et d'ailleurs, dans les échanges, en général, on en vient toujours à donner des raisons, à argumenter, d'accord? Parce qu'on a aimé ou pas. Donc la discussion n'est pas très longue. Ensuite, j'ai ri, j'ai pleuré. On voit bien qu'on ressent certaines choses. À la lecture de certains livres, on peut imaginer des lieux. Alors parfois, c'est des lieux qu'on connaît. Donc, on revisite un petit peu, je ne sais pas si ça se passe dans une ville qu'on a eu la chance de visiter. Hop, il y a des souvenirs qui reviennent, etc. Les personnages, là aussi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut développer. Comment est-ce qu'on parle d'un personnage? Qu'est-ce que je peux dire d'un personnage dans la littérature? Est-ce qu'il est attachant, détestable? Et de nouveau, pour quelles raisons est-ce que je le trouve? D'accord? Est-ce que ça change au cours du livre? Ça aussi, c'est important. J'ai eu peur quand? J'ai ri. Je me suis mis dans la peau du personnage, parce que c'est aussi ça, je crois, qu'en tant que lecteur, souvent, eh ben, on rentre dans le livre. Hein? Voilà des petits logos qu'on a utilisés lors de plusieurs recherches, qui sont des logos des stratégies. La première, juger, critiquer, ben, ça revient à dire j'ai aimé, j'ai détesté, etc. Ou bien ressentir. En général, dans une lecture, voilà, on a des moments où on a le cœur qui palpite, il y a des fois où on a quand même des larmes, suivant ce qui se passe, c'est normal. Imagerie mentale ou représentation mentale. Voilà, il y a des fois des bagarres sur la dénomination, appelez-la comme vous voulez, mais c'est important à ce que les élèves se construisent soit des images, soit des représentations mentales au cours de la lecture. Réfléchissez de nouveau au livre que vous lisez. Je crois qu'à un certain moment, on s'arrête et on voit, d'accord, à travers les mots, quand même, des tableaux. On voit des images. Et c'est important pour comprendre, mais ça sera aussi important pour rappeler le texte. Il y en a encore un autre, le fait de se mettre à la place du personnage, là aussi, ça va avec le juger, critiquer, parce que si je me mets à la place du personnage, à un moment, je vais me dire ah, il a choisi de s'enfuir. Non, moi je trouve qu'il aurait dû rester et puis oser dire que, etc. Je pense que ça vaut la peine d'exprimer son opinion, enfin, je sais pas. Mais se mettre dans la peau du personnage aide à juger, critiquer. Et puis faire des liens avec ses connaissances, parce qu'il est important que les élèves prennent conscience que tout ce qu'ils ont déjà lu les aide à mieux comprendre, à tisser des liens entre les livres, voire entre aussi les leçons que vous donnez. Donc, je remonte. Avant d'échanger, ben, il faut prendre des notes. Pour quelle raison? Pour la BDL, ben, c'est que souvent, vous n'avez qu'un livre pour toute la classe. Donc, voilà, ça met du temps
à ce qu'on ait 2 ou 3 élèves qui ont lu le même livre. Ben oui. Et il y a un moyen tout simple, c'est de faire un panneau avec les différentes couvertures des livres. Les élèves, une fois qu'ils ont lu le livre, ils peuvent mettre un nombre d'étoiles, hein, dire s'ils ont beaucoup aimé, adoré, etc. La date, et vous, ça vous permet de dire, ah là, il y en a 3 qui ont lu le livre, maintenant je les invite à se rencontrer pour échanger autour de ce qu'ils ont noté. Mais ça veut dire qu'il faut, celui qui l'a lu il y a 4, 5, 6 semaines, de pouvoir se référer à ses notes. D'où l'importance des notes. D'accord? Et ça, c'est souvent, on ne prend pas de notes du livre qu'on lit, parce qu'on va en parler immédiatement après. Ou en tout cas, un instant assez court. Et là, pour les élèves, ils vont devoir en parler, mais peut-être beaucoup plus tard. Et puis, bien entendu, la première étape incontournable, qui est lire, comprendre. Vous verrez que sur chaque diapositive, je mets lire, comprendre. Et je vous invite à chaque fois à dire à vos élèves, lorsque vous leur donnez un texte à lire, d'ajouter, vous allez devoir lire et comprendre le texte. Parce que je peux lire un texte, okay, je sais décoder, mais ne pas le comprendre. En tout cas, pas faire tout ce qu'il faut pour le comprendre. Et lorsqu'on donne des devoirs de lecture, il y a aussi des fois des surprises. On leur dit, vous lisez ces pages, etc. Et que le lendemain, on leur pose des questions ou on leur demande de résumer. Les élèves, des fois, sont surpris. Vous n'avez pas demandé de lire pour résumer. Ou lire pour être capable de le raconter à quelqu'un. D'accord ? Spécifiez bien votre objectif de ça, parce que vous n'utilisez pas les mêmes stratégies si on vous demande simplement de lire un texte ou si vous devez aller le raconter devant tout le monde. Faites l'expérience pour vous, c'est de dire, lisez un texte, puis après, venez le raconter. Et vous verrez que les gens, mais vous n'aviez pas dit. Et même en tant qu'adulte, on n'aime pas ce genre de position, tout simplement parce qu'on est surpris. On n'avait pas le contrat, d'accord, en main. Alors que si on vous dit d'emblée, vous allez devoir lire ce livre, et on tirera au sort quelqu'un qui viendra le rappeler, vous espérez juste que ce ne soit pas vous, on est d'accord, mais il n'empêche que vous ne vous sentez pas pris de court, parce qu'on vous a annoncé le contrat. L'échange. J'aime bien cette citation de Michel Tournier, de dire qu'un livre, il a toujours 2 auteurs. Celui qui l'a écrit, bien sûr, mais aussi celui qui le lit. Et 2 lecteurs ne lisent pas le livre de la même manière, ne ressentent pas les mêmes choses au même moment. Donc on ne peut pas, à un certain moment, quand on fait l'analyse des stratégies dans un livre, de dire, tiens, où est-ce que j'ai utilisé ça, qu'est-ce qui m'est arrivé, etc. Ça n'est pas toujours la même chose. Et ça, il faut l'accepter. Parce que tout le monde, justement, ne réagit pas au texte de la même manière. Donc, ça veut dire que pour les élèves, ils doivent, et vous devez travailler avec eux sur ce droit de ne pas ressentir la même chose que le camarade. Moi, ce personnage, je le trouve détestable. Ah non, moi je l'aime bien. Je trouve au contraire qu'il est assez drôle, il ose faire des choses interdites, etc. Ouais, il n'a pas un qui a tort, un qui a raison. C'est 2 lectures différentes. Donc ça, souvent les élèves sont un peu obnubilés par la bonne réponse. Le personnage là, souvent ils se disent, je dois le ressentir comment? Ben non, il n'y a pas de bonne réponse. D'accord? C'est toi en tant que lecteur qui dois le juger en fonction et de pouvoir justifier justement ton choix. Okay? Donc, importance vraiment de respecter l'avis et les ressentis des autres. Établir des règles de discussion. Alors ça, je vais passer assez vite parce que ça paraît évident que si on met des élèves par 2 ou par 3 pour parler d'un livre, ben, il faut mettre des règles. Mais c'est mieux de les construire avec eux, qu'elles soient claires et affichées pour qu'on puisse après revenir dessus. Vous respectez le père en faisant ces activités-là, puisque dans les capacités transversales, il y a un onglet collaboration où on devrait apprendre à nos élèves à accueillir
l'autre avec ses caractéristiques, à échanger des points de vue. Enfin, voilà. Ça fait partie de votre programme. Donc, je ne peux que vous encourager vraiment à le faire. Pour échanger, je me suis beaucoup inspiré des cercles de lecture parce que c'est une des recherches qu'on a conduites ces dernières années. Alors, c'est vrai que ça change un tout petit peu puisque notre façon de faire était de faire lire le même livre à 4 élèves. Ils se rencontraient après chaque chapitre, suivant une démarche assez bien définie, mais c'est tout à fait possible, avec le système de la BDL, de s'inspirer de ces cercles de lecture pour justement amener un échange. Donc, on commence par une lecture individuelle du livre choisi, la prise de notes après chaque chapitre, selon la modalité que vous avez choisie, et vous verrez que je vous en présenterai plusieurs, parce que pour moi, c'est en fonction aussi du livre, mais peut-être aussi en fonction des difficultés des élèves. Il y en a qui aiment bien dessiner, il y en a qui n'aiment pas, enfin, d'accord? Donc là, il va falloir aussi changer sa manière de faire. Après la lecture du livre, habituez les élèves à vérifier leur compréhension. Qu'est-ce que vous faites en général après avoir lu un livre? À part échanger. Mais vraiment pour vous, lorsque vous êtes à la fin, est-ce qu'il y a quelque chose que vous faites de pas spécial? Ou est-ce que justement vous allez directement à l'échange? S'il y a quelque chose qui se passe dans votre tête? Oui, non? Il n'y a pas de bonne réponse. Hein? Oui? Repasser l'histoire et les moments qui ont marqué. Ouais. Je pense qu'on se refait le film, d'accord? D'où l'importance d'avoir des images construites au fur et à mesure, hein, pour pouvoir après se rappeler le film. Qu'est-ce qu'on peut vérifier d'autre? On se le raconte peut-être très rapidement en disant tiens, ah oui, il lui est arrivé ça, enfin, il avait ce problème-là, puis il a fait comme ça, puis c'est passé ça, puis ça s'amène comme ça. Ça va rapidement. Il n'y a pas besoin d'avoir 36 000 questions, mais je pense qu'un lecteur expert fait quelque chose et on est bien dans une compréhension globale. Ensuite, avant la rencontre, alors là c'est important à ce que les élèves préparent leurs échanges, parce qu'ils ont noté peut-être quand même pas mal de choses, et il va falloir choisir 2-3 points qu'ils ont envie de partager avec leurs camarades. Et puis avoir le livre pour pouvoir s'y référer, si jamais pour relire un passage, ou pour un enseignement, ou si on n'est pas d'accord, etc. Échanger, ça permet une pluralité de regards et ça permettra aux élèves de vérifier leur compréhension. Est-ce qu'on a tous bien compris l'évolution de l'histoire? Est-ce qu'on est tous d'accord sur qui a fait quoi, enfin, etc. Le temps d'échange, 10 à 15 minutes. C'est pour ça qu'il faut leur dire de choisir 2 à 3 points et non pas parler de tout, etc. Vaut mieux une discussion qui est bien préparée, d'accord, qui dure 15 minutes mais qui est intense, plutôt que 45 minutes où au bout d'un moment, ils vont parler autre chose de lecture. D'accord? Donc, essayez d'avoir un temps bien précis. Je vous inviterai à observer ces échanges, mais je dis bien observer, sans intervenir, c'est bien gras, parce que des fois les enseignants ont de la peine à être à l'extérieur. Il y a un élève qui fait quelque chose qui n'est pas dans les règles, on aurait tendance à lui dire hey, écoute l'autre. Non. Vous pouvez noter comme quoi il y en a un qui joue le leader et qui prend trop la parole, mais ça sera dans le retour, dans le feedback, de le dire, pas pendant le cercle. D'accord? Voilà un canevas qui est proposé dans un des livres sur les cercles de lecture, où il y a une liste de questions, etc. Et on voit bien que ça nous aide à nous de faire un feedback, même si je vous inviterai à ne pas prendre tous les points, mais de nouveau, d'en choisir 3, parce que ça ne sert à rien non plus de faire un feedback qui dure 45 minutes, autant le faire sur 3 points précis, les autres on les verra plus tard. Hein? Les élèves peuvent aussi s'auto-évaluer, parce qu'ils sont aussi capables, il faut les rendre capables, pouvoir se dire, voilà, on a des règles, est-ce qu'on s'est écouté? Est-ce qu'on a demandé des précisions? Est-ce qu'on a regardé les autres? Est-ce que, etc.
qu'ils prennent conscience quand même de leurs actions pendant ce moment-là. Vous pouvez utiliser un ordinateur pour filmer le cercle avec maintenant ces appareils. C'est tout simple de poser l'appareil ici, les élèves se mettent là et simplement ça filme, hop. Ça permet une analyse, entre guillemets, mais que les élèves se rendent compte. Parce que des fois, si vous leur dites, mais toi tu coupes souvent la parole aux autres, moi, non, jamais. Des fois, la preuve filmée les aide à prendre conscience réellement de leur comportement. Hein. Et puis, ça ne prend pas beaucoup de temps de faire. Il n'y a pas de préparation, il ne faut pas faire un montage. D'accord, c'est le cercle brut. Hein, et on n'est pas obligé de revoir les 15 minutes ou les 10 minutes du cercle. Hein. À un moment, vous pouvez vous dire, regardez, j'aimerais que vous regardiez de là à là, 3 minutes, ça suffit. Vous aimeriez faire ressortir quelque chose, c'est ce temps-là. Capital à ce que vous lisiez les livres de la BDL, même si ça paraît tout à fait de bon sens, hein, mais ça demande quand même un investissement, 30 livres. Je dois dire que j'ai lu pas mal de livres de la BDL cet été pour m'inspirer un petit peu aussi durant le cours et après, enfin, certaines couvertures arrivées. Ça prend du temps, mais si vous voulez pouvoir échanger avec vos élèves, immanquablement, il faut avoir lu le livre. Hein. Autrement, c'est difficile d'entrer en contact avec eux. Donc, ça veut dire que si vous voulez être aussi un modèle, sur le temps que vous leur accordez de lecture, c'est peut-être 15 minutes chaque jour, après la récré, d'accord, parce qu'ils vous voient lire, comprendre, prendre des notes, et pourquoi pas aussi échanger avec eux. D'accord? Donc ça, c'est un point assez important. Vous pouvez bien entendu participer à un cercle de lecture, mais attention, là vous changez de statut. Vous n'êtes plus l'enseignant. Vous êtes un lecteur comme vos élèves, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Donc là aussi, ça veut dire que vous intervenez à votre tour et vous ne prenez pas le deal sur eux. Si vous avez un carnet de lecture, parce que c'est une possibilité aussi pour prendre des notes, il est intéressant d'intervenir dans le carnet de lecture. Et ça, de nouveau, c'est votre choix. On a eu fait dans la recherche des stades de lecture, où on laissait les enseignants choisir, j'interviens, donc je lis le carnet de lecture de mes élèves. Au contraire, non, c'est son carnet de lecture, je n'y mets pas le nez. Alors voilà, c'est votre choix. Personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup plus de points positifs à lire les carnets des élèves. Ça dépend aussi pour quelles raisons et comment vous réagissez à la lecture. Si c'est réagir en leur disant « tu as fait des erreurs d'orthographe », ça ne vaut pas la peine, parce que ça ne va pas les aider à mieux comprendre. Par contre, si vous réagissez comme l'enseignant, là je fais un petit encart, de dire « penses-tu normal d'agir ainsi, explique », l'élève va répondre, puis après il y a encore une deuxième, etc. Là, ça devient intéressant, parce que vous relancez finalement la compréhension de l'élève. Vous le poussez peut-être plus loin. Vous pouvez lui demander une justification, et non pas simplement de dire « c'est faux ce que tu penses ». D'accord? Vous pouvez me noter « moi je pense que », et avoir justement cet échange après de dire « ah tiens, on ne pense pas la même chose, pour quelle raison ?» Est-ce qu'il y en a un qui a tort, un qui a raison? On va chercher dans le livre des informations, mais ce n'est pas vous qui prenez le deal de se dire voilà ce que tu dois penser de ça. D'accord? Si vous ne voulez pas écrire dans le carnet, vous avez la possibilité d'utiliser des post-it. Et ça, c'est aussi un bon moyen de ne pas être trop intrusif dans le carnet de lecture. Parce qu'après, le post-it, il peut s'enlever, se mettre à la poubelle ou se collecter. Enfin, mais il n'y a pas de votre écriture dans son carnet de lecture. C'est à vous de voir ce que vous voulez mettre en place. Et puis, il y a toutes les autres occasions d'échanger avec eux, que ce soit lorsque vous les accueillez, lorsqu'ils partent, lorsqu'ils vont à la gym, à la récréation, à la leçon de dessin, etc. Et puis, je vous invite à laisser simplement le livre que vous êtes en train de lire sur le coin de votre pupitre. Et vous verrez que si vous mettez en avant l'échange autour du livre, vous aurez de temps en temps un élève, ah vous lisez ça, vous en pensez quoi? Et c'est eux qui viendront vous chercher sur
qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que j'ai trouvé bien, enfin, etc. Donc, montrez aussi que vous êtes lecteur et que vous avez aussi quelque chose à... Maintenant, 4 points à avoir toujours en tête en tant qu'enseignant lorsqu'on parle de lecture-compréhension. Déjà, les 3 temps de la lecture. Avant de lire. Trop souvent, les élèves, lorsqu'on leur donne un texte, parce qu'on leur dit de lire, hein, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils se précipitent. Et de leur donner l'habitude de prendre un temps de réflexion, de préparation, les aide souvent à mieux comprendre. Donc, c'est pas nouveau, observer la couverture, lire la 4e couverture, tisser des liens avec ses connaissances, etc. Mais ça permet quand même à l'élève d'entrer dans le livre plus tranquillement. Lire les documents, les informations mises à disposition. Je pense que bien des livres, en tout cas pour, je trouve, les 7-8, demandent une contextualisation. Quand le livre porte sur la guerre de 14-18, je ne suis pas sûr que tous les élèves de cette 8e année aient une représentation assez claire de ce qu'est la guerre de 14-18 pour pouvoir mieux comprendre le livre. Donc ça, c'est à vous aussi de donner un minimum d'informations pour certains sujets. Donc là, il s'agit d'entrer dans le livre et de se demander comment est-ce que je peux entrer dans le livre. Moi, c'est la même chose quand on va à la piscine, hein, on se prépare, on ne se met pas directement tout habillé dans l'eau. Hein, on passe par le vestiaire, on se change, on passe sous la douche, etc. C'est la même chose. Pendant la lecture, ce que vous faites en tant qu'expert, c'est que vous vous arrêtez régulièrement. Et certains élèves sont surpris quand on leur dit « Mais où est-ce que tu t'es arrêté ?»« Ah, je ne me suis pas arrêté, j'ai lu. » Ah ouais, mais s'il a lu au kilomètre, il n'a pas pris le temps de se poser certaines questions. Est-ce que j'ai compris? Est-ce que j'aime ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Enfin, etc. Donc, l'arrêt est quelque chose d'incontournable pour améliorer la compréhension. La difficulté, c'est qu'ils vous diront, mais je dois m'arrêter où? Parce qu'ils aiment bien avoir des consignes strictes, etc. Il n'y en a pas, là. On peut leur dire, arrête-toi au moins minimalement à la fin du chapitre, ok? Mais aussi peut-être, si le texte il est en paragraphe, c'est pas pour rien. Alors montrer l'importance des paragraphes, c'est que justement c'est une entité. Donc après une entité, et graphiquement elle se voit, c'est facile, il faut s'arrêter. Hein? Donc ça c'est vraiment des choses qui doivent être dites aux élèves. Ensuite, les mots inconnus, c'est clair que qui est allé dans le dictionnaire pour chercher un mot qu'il ne comprenait pas ou qui n'était pas dans son vocabulaire lorsqu'il l'a lu sur la plage ou dans son fauteuil. C'est pas bien ça. Ça n'est pas une tenue d'expert lecteur. Vous n'allez dans le dictionnaire que si vraiment vous ne pouvez pas continuer la lecture à cause de ce mot-là. Mais autrement, vous cherchez un mot qui remplace, vous vous dites ah ça doit signifier ceci, etc. Puis vous continuez. Puis si ça joue, c'est bon. D'accord? Donc, le dire aux élèves, dès que vous ne comprenez pas un mot, vous allez chercher un dictionnaire, non. C'est pas ça que l'on fait lorsqu'on est vraiment lecteur expert. Donc, attention à ça. Cependant, la lecture, pour moi, c'est dialoguer avec la lecture. La citation d'avant, elle est bien. Parce qu'on voit bien qu'on établit vraiment un dialogue entre le livre, il me fait quelque chose, et je fais quelque chose avec le livre. Donc, on est vraiment dans un dialogue. Le troisième temps, après la lecture, je dois vérifier ma compréhension globale, comme on l'a dit, revoir le film, se raconter l'histoire, se poser des questions, on verra après, et puis émettre quand même un avis. Pour moi, ça ne suffit pas de simplement être capable de rappeler le texte, mais quand même se dire, mais il me fait quoi? Je le trouve intéressant ou pas? Est-ce que ça apporte quelque chose à mon expérience de vie? Est-ce que ça m'a appris quelque chose, etc. Comprendre pourquoi l'auteur a écrit cette histoire, le thème. Là aussi, les élèves sont souvent persuadés qu'ils ont écrit une histoire pour écrire une histoire, nous raconter l'histoire de tel et tel. Mais c'est pas ça. C'est finalement, on prend un prétexte d'écrire l'histoire qui se passe à la récréation, etc.
pour parler de l'amitié, pour parler du racket, pour parler de, etc. Et c'est ça, finalement, qu'il faut essayer de ressortir dans le livre. Donc ça, c'est un point extrêmement important, que les élèves soient capables après de se dire « Ah oui, il m'a parlé de ce thème-là ». Pourquoi pas avoir aussi une liste de thèmes qui peuvent aider les élèves à les chercher en disant « Tiens, je ne suis pas au courant, ah ouais, les thèmes, l'amitié, le racket, etc. » Ça les aide aussi à choisir. Et puis, bien entendu, échanger. Avant la lecture, pour plonger dans le livre. Le deuxième, lire, comprendre, avec en apparence rien qui se passe, mais si on pouvait aller voir ce qui se passe réellement dans la tête des élèves, il y a beaucoup de choses. Et après la lecture, de pouvoir échanger et de se rendre compte qu'on n'est plus la même personne après avoir lu un certain nombre de pages. Je vais mettre en opposition maintenant deux façons de voir la lecture. Lire, comprendre comme compétence sociale et lire, comprendre comme compétence scolaire. Bien entendu, je vous inviterai plutôt à prendre celle de gauche, la compétence sociale. Pour quelle raison? Parce que c'est quand même notre but. C'est si possible d'apporter une petite pierre à ce que nos élèves deviennent des lecteurs avides. Alors c'est une petite pierre, il faut rester humble là-dedans. Il ne faut pas croire qu'on va arriver à embarquer tous nos élèves, qui seront tous après des lecteurs invétérés. Non. Mais on essaye d'aller là-dedans. Parce que du côté de l'évaluation, de la compétence scolaire, c'est souvent quand même l'évaluation. Et quand vous demandez à des élèves après la lecture, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, je reçois un questionnaire. Eh ouais. Qui a rempli un questionnaire après avoir lu le livre cet été? Personne. Et c'est là qu'on voit bien la différence entre la compétence scolaire et la compétence sociale. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus mettre de questionnaires, etc. Parce que pour mettre une note, c'est quand même plus facile, mais ça reste quand même de l'ordre tout petit, parfois, et non pas systématiquement. L'élève doit être capable de côtoyer des lieux avec les livres. Votre bibliothèque de classe est le meilleur endroit. C'est prouvé que plus la proximité est grande, et plus l'élève est enclin à aller vers le livre. Plus l'enseignant va favoriser la lecture en accordant du temps, en discutant des livres, en présentant, en lisant aux élèves, etc., et plus les élèves sont enclins à lire. Donc vous avez une responsabilité qui est énorme à ce niveau-là. Il doit être capable de choisir un livre et bien entendu de justifier son choix. Et de nouveau, vous allez regarder les couvertures, j'ai entendu, cette couverture, en tout cas, moi, je n'aurais jamais pris ce livre. Donc, on voit bien qu'en tant que lecteur expert, on réagit bien de cette manière. Et il n'y a aucun souci pour moi de dire, oui, il y a certains livres, je repose, peut-être à tort, mais il n'empêche que je n'ai pas le petit truc qui me dit, ah ouais, là, j'ai envie d'y aller et de découvrir ce qu'il y a. Je repose. Ben oui. Lire, comprendre de manière autonome. Et là, voilà, si vous donnez toujours un questionnaire en vous disant « mais c'est pour les aider à comprendre », vous n'en ferez jamais des lecteurs autonomes. Vous ne recevez pas un questionnaire de la part de l'éditeur avec le dernier livre que vous avez acheté. Parce qu'on ne vous aide pas à comprendre. D'accord? On estime que vous êtes des lecteurs autonomes. Juger, critiquer, tisser des liens, on en revient aux stratégies. Quand même important de voir ce qu'il y a dans le père. Dans l'attente fondamentale, c'est lire un texte de manière autonome. Vous voyez qu'on rejoint quand même la compétence sociale. On dégage le sens général et non pas aller chercher quelle est la couleur du chat. Parce que si le chat peut être blanc, noir, tricolore dans l'histoire et que ça ne change rien, ça ne vaut pas la peine de poser cette question. Si vous la posez, c'est uniquement pour vérifier s'il est capable d'aller rechercher une petite information qui n'a rien à voir avec le sens général du texte, d'accord? Mais pour vérifier ça. Mais vous n'allez pas aider l'élève à mieux comprendre les textes. Et puis la dernière, reformule oralement. Et ça, c'est quelque chose qu'on a peu travaillé, je trouve, de pouvoir
amener les élèves à parler de livre, le rappel de texte. La place du questionnaire, ben, vous voyez pour moi où elle est vraiment de façon parcimonieuse, mais en tout cas pour la bataille des livres, ça ne me paraît pas être la suite logique. C'est comme les rallyes lecture. Ça me hérisse souvent le poil d'entendre « Ah, les rallyes lecture, c'est génial, etc. » Non, parce que pour moi, on entre vraiment dans cette logique de je lis, je réponds à des questions, je lis, je réponds à des questions, ce qu'ils ne font pas après. Donc on voit bien que là, on est du côté scolaire. Le troisième point à retenir et à travailler avec eux sur la motivation et la prise de conscience de l'importance de la lecture. Si je vous demandais maintenant d'apprendre 10 nœuds marins, qui serait motivé? Ouais, des nœuds marins. Des nœuds marins. Qui serait motivé? Pourquoi? Par intérêt? Voilà. Oui, ça c'est une position assez adulte. Vous êtes d'accord que finalement, si je ne navigue pas, c'est par intérêt, c'est pour apprendre des nouvelles choses, d'accord. Mais je ne suis pas sûr qu'on mette autant d'énergie que ça, que si vraiment on en a besoin. D'accord? Donc, si les élèves ne mettent pas derrière la lecture comme quoi c'est utile pour un grand nombre de choses, eh ben, ils ne vont pas mettre beaucoup d'énergie là-dedans. Donc, c'est un point capital à faire. Je vous invite à vous lever et avec votre voisin de gauche ou de droite ou de devant, etc., de trouver 10 raisons pour lesquelles il est important de lire. Vous lisez pour... Pourquoi? Dans quel but? Dès que vous avez trouvé 10, vous pouvez vous asseoir. C'est parti. Ça vous s'évader. Si, c'est ça. Ouais, c'est ça. La lecture et la lecture, ça me permet. On va lire ça. Ah ouais, c'est capable de lire. Après, il y a l'honnêteté qui t'attire dans un truc. Mais comme il n'y a pas de contrôle, pas de souci. Voilà, je pense que vous avez trouvé tous et toutes facilement ces 10 raisons. Je vais vous en donner que quelques-unes, mais c'est intéressant avec les élèves de cette prise de conscience. Il y a des besoins vraiment vitaux, d'accord? Lire pour manger, ils ne se rendent peut-être pas compte, mais ça peut être le menu,
quand ils vont au restaurant, ça peut être une recette, ça peut être le mode d'emploi du micro-ondes, ça peut être la lecture des actions, ça peut être... d'accord? Pour manger, on voit qu'il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on peut lire. Lire pour construire. Là aussi, vous me direz, c'est lire des dessins. Mais oui, c'est lire. Il ne faut pas s'arrêter, on ne lit pas que des mots dans la vie. Hein? Et puis, vous aurez lire pour apprendre. Alors là aussi, la bataille des livres, ces petits bémols que je mets, que j'ose dire, c'est qu'il n'y a aucun livre informatif. Alors, c'est pas facile à trouver des nouveaux, enfin, etc. Mais je pense quand même que, de nouveau, les stratégies de lecture pour un texte narratif ne sont pas forcément les mêmes que pour un livre informatif. Et apprendre à lire aussi de l'informatif pour les élèves, c'est extrêmement important pour la suite de leur vie. Hein, je pense qu'on est beaucoup à lire des textes informatifs de notre vie courante, quotidienne. Alors après, les textes narratifs, c'est plus pour rêver le bon temps, etc. Mais c'est quand même un incontournable. Et puis, vous avez, pour réfléchir, pour mieux comprendre les gens, le monde, alors là, j'ai ressorti quelques couvertures pour la série D, où là, en effet, on fait lire aux élèves des livres sur la haine raciale, hein, qui prennent conscience, et là, ça demandera une mise en contexte. Hélas, il y a encore de la haine raciale à notre époque, mais à l'époque, là, en 58, je pense qu'ils ne se rendent pas compte des problèmes, l'apartheid, comme quoi il y avait des bus noirs, des bus blancs, interdiction, etc. Et je pense que c'est un des moyens quand même aussi de leur faire découvrir, hélas, certaines vérités sur l'histoire. Le sans-visage aussi, là c'est plus sur les problèmes de mise à l'écart de personnes, voire de harcèlement de certains, parce que justement on les met de côté, et on se moque d'eux, etc. Et je pense que pour les classes, vous voyez ça. Dans Better World, le titre est assez parlant, un monde meilleur. Et c'est toujours intéressant aussi pour les élèves de se projeter pour se dire mais c'est quoi un monde meilleur, hein? Et la réflexion sur les personnages qui ont un avatar pour parler, etc. Est-ce que moi j'ai envie de ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est important de toujours parler à travers un écran, etc. et plus de se voir vraiment? Je pense que c'est assez d'actualité. Et puis pour rire quand même, parce que là aussi c'est important, là aussi petit bémol, ce serait bien d'avoir des livres de ce type-là dans la BDL. Et puis le dernier que j'ai laissé une grande place, c'est pour rêver. Je pense qu'aussi les livres de poésie auraient leur place dans toute bonne bibliothèque. Alors on ne lit pas de la même manière un livre de poèmes qu'un texte narratif, bien entendu, parce qu'on peut aller piquer, on va reprendre, on revient en arrière, on en choisit un, on le dit, etc. Mais on ne va pas forcément faire tous les poèmes les uns après les autres. Mais c'est quand même une lecture qui est fort intéressante. Alors voilà un document qui date, mais que j'avais fait en collectant ce que mes élèves avaient pu me dire. Alors ils ne m'ont pas dit tout ça en une fois, hein. On a complété petit à petit. Et puis, chaque fois, on mettait un texte pour imager. Quelqu'un m'a dit lire un horaire. Ben oui, c'est important d'apprendre. Vous me direz, oui, mais avec les smartphones, maintenant, on peut, etc. Oui, mais pas toujours, hein, ça ne fonctionne pas toujours, ça. Donc, puis, lire une carte, lire un plan, enfin, voilà. Donc, on voit bien que la lecture est quand même centrale. Conduire, si vous avez les plus grands élèves, c'est la même chose. Pour passer un permis de conduire, que ce soit scooter ou auto, vous avez intérêt quand même à savoir un peu lire. Et même des fois, on peut être bon lecteur et ne pas répondre de la bonne manière. Ce qui veut dire aussi que vous devez accorder, ça c'est le 4e point, de développer le vocabulaire de vos élèves. J'ai souvent entendu une plainte des enseignants comme quoi les élèves ont peu de vocabulaire. Et c'est vrai que c'est une gageure que de leur développer le vocabulaire. Et la lecture est un des moyens de développer cette connaissance.
Et je vous fais passer ce dictionnaire des co-occurrences. Nom très barbare, mais qui est extrêmement utile pour les enseignants. C'est quoi le dictionnaire des co-occurrences? Eh ben, j'ai regardé dans ce dictionnaire titre d'un livre, d'accord? Et il m'a proposé abscon, accrocheur, aguicheur, alléchant, attrayant, austère, bénin, bon, choc, descriptif, etc. D'accord? Alors vous me direz, c'est pas la liste pour tous les élèves, on est bien d'accord. Mais moi, en tant qu'enseignant, ça me permet d'aller piocher ceux qui sont à portée de mes élèves. Et je ne suis pas sûr que si je dois réfléchir à me dire un titre qui peut être comment, je passe beaucoup de temps alors que vous avez des solutions là-dedans. Ou sur Internet, si vous tapez dans Google co-occurrence, vous devriez tomber sur le site Terminium, c'est un site canadien, c'est le copier-coller du dictionnaire. Donc il y a aussi en ligne. Mais ça vous permet justement de développer, d'aller choisir des mots qui peuvent aider les élèves à donner leur avis sur un livre. Est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est captivant, est-ce qu'il est hallucinant, hilarant, etc. Plus vous allez travailler en lien avec la bataille des livres, et mieux ça sera. Si ceux qui veulent jeter un œil là-dedans, vous le faites passer. Voilà les 4 points qui me semblaient importants. Lire, comprendre. C'est quoi pour vous, lire, comprendre un livre? Vous allez devoir y réfléchir et le poser. Posez-le par écrit. Pour moi, lire, comprendre un livre, ça veut dire, et puis en termes d'action. Et ça, vous devrez le communiquer à vos élèves. Parce qu'on retombe sur le début de conférence, sur dire, si vous dites simplement lire, comprendre, et puis que pour l'élève, dans sa tête, c'est pouvoir dire le titre, le héros, puis c'est bon, vous ne serez peut-être pas d'accord avec lui. Mais si vous n'avez pas mis de nouveau le contrat en main, eh ben, c'est normal qu'il ne soit pas forcément avec vous. Après la lecture, je vérifie ma compréhension globale. Alors, en me posant ces questions, ça c'est tiré d'un des livres de Jasson, livre que je vous recommande. Ces 2 livres parlent justement des textes littéraires et de la compréhension en lecture sur les stratégies. Donc, ça me paraît des bons moyens d'aller chercher les références. Mais à travers ces questions qu'ils se posent, je pense que vous voyez peut-être un certain nombre de questions que vous vous posez à la fin de la lecture d'un livre. Mais ce n'est pas l'enseignant qui donne la liste. C'est habituer les élèves à vérifier si vraiment j'ai ça en tête. Et donc, je peux dire que j'ai compris ce livre. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend pour comprendre un livre? Je m'arrête, je me pose des questions, je réagis, je critique, je fais des liens, je dialogue avec le texte. Donc, autrement dit, vous utilisez un certain nombre de stratégies de compréhension. Et à mon sens, c'est ça qui n'est pas assez souvent enseigné aux élèves. On leur dit simplement, comprenez un livre, mais qu'est-ce que ça veut dire comprendre? Donc, prenez du temps pour définir et pour enseigner ces stratégies. Comprendre, voilà l'enseignement explicite, je vais aller assez vite là-dessus, mais simplement c'est pouvoir dire, moi en tant qu'expert lecteur, je vais partager avec mes élèves tout ce qui se passe dans ma tête lorsque je me fais une image mentale, lorsque je fais un lien avec mes connaissances. Donc le but, ça sera de partager finalement tout ce que vous vous dites, tout ce que vous pensez pour mieux comprendre. Et ça, c'est le verbaliser. L'enseignement explicite, c'est ça. C'est la verbalisation de ce que fait un expert comprendre pour résoudre un problème, c'est toutes des stratégies de haut niveau. Dans l'enseignement explicite, il y a 4 étapes. La première, la modélisation, c'est celle que je viens de vous dire, où là, je partage avec les élèves tout ce qui se passe dans ma tête lorsque je lis pour comprendre. Je m'arrête sur ce mot-là parce que là, je peux faire une prédiction, parce que, etc. D'accord? On va dire. Puis la pratique guidée, où là, on va aider les élèves à pouvoir se dire, vous pouvez les stopper, puis se dire, ah, quelle stratégie est-ce que vous utiliseriez là? Pour quelle raison? Comment est-ce que tu t'y prends? Qu'est-ce que tu fais? Etc.
Donc, il y a cette phase vraiment où on a présenté la démarche, et après, il faut que les élèves puissent l'approprier. Et là, des fois, ils ont, enfin, pas des fois, ils ont besoin d'un accompagnement, de votre aide. La pratique opérative, c'est que lorsque l'élève se sent capable de le faire, en guillemets, seul, c'est bien de le faire continuer cette verbalisation avec un père. Parce que la verbalisation, ça va lui permettre de mieux mémoriser la stratégie et la démarche d'utilisation de la stratégie. Donc ça, c'est aussi un point important. La pratique opérative est trop souvent mise de côté et on passe directement à la pratique autonome. C'est le but. Et n'oubliez pas de dire aux élèves que c'est le but ultime. Parce que les élèves aiment beaucoup la pratique guidée. Ils adorent leur enseignant ou leur enseignante. Donc, c'est quand même chouette de comprendre un livre avec elle ou avec lui. Il m'aide, il me pose des questions, nanana, etc. C'est confortable. C'est chouette avec les copains. Mais le but final, c'est d'y arriver seul, sans l'enseignant ou sans le copain. Donc là, il faut être très clair avec eux pour leur dire vraiment, ton but, c'est la compréhension autonome. 4 questions. Donc, chaque fois que vous présentez une stratégie, il faut répondre à ces 4 questions. Définir, c'est quoi se créer une image mentale. Ok. Pour quelle raison? Alors, moi, je préfère le pourquoi en 2 mots. Pour quelle raison est-ce que c'est important de se faire une image mentale? De nouveau, si les élèves ne savent pas pourquoi c'est important, en quoi ça les aide de s'arrêter, de réfléchir, il y a tout un processus quand même qui prend du temps. Pourquoi prendre ce temps-là? Si je ne sais pas pour quelle raison, ça ne m'apporte rien, je ne le fais pas. Ça, c'est sûr. Donc, ça veut dire que les élèves doivent être capables de dire, ah ben, si je mémorise, enfin, je me fais une image mentale, j'arrive mieux à mémoriser, ça m'aide à raconter, ça m'aide à comprendre, enfin, etc. Votre démarche, le comment, puis la question la plus difficile, c'est le quand. Parce que là aussi, les élèves aiment bien savoir quand est-ce que je dois faire ça. Il n'y a pas de réponse stricte. Hein. Alors, avec l'expérience, on verra après qu'il y a certaines stratégies qui sont assez bien définies et qu'on arrive à pouvoir dire tu fais une image mentale, que tu as une description, enfin, on verra plus tard. Voilà 2 panneaux qui ont été utilisés, enfin, créés par des enseignantes qui faisaient de l'enseignement explicite par rapport au remplacement d'un nom par un pronom. Et ça, c'est capital dans la compréhension en lecture. Tous ces petits mots qui remplacent les personnages, il, elle, nous, etc. On doit vraiment pouvoir savoir qui est là derrière. Ok. Et puis, de se dire que l'enseignant, c'est vraiment un passeur d'histoire. Vous devez être des facilitateurs pour que tous vos élèves puissent accéder à la compréhension. Donc, ça veut dire situer le contexte du livre. J'ai repris le capitaine Rosalie, la guerre 14-18. Aborder un thème délicat, son visage. Instaurer un dialogue entre le livre et le lecteur. Prendre des notes. Aussi expliquer des mots. Là, dans le livre Le Gecko vert, à un moment, on nous parle de pesticides, fongicides, etc. Je vous avoue que j'ai dû chercher. J'avais une idée de ce que c'était, mais je ne faisais pas forcément la différence entre tous ces termes. Autant leur donner une petite carte avec ça, plutôt que de leur dire d'aller chercher, je ne vais pas dire perdre du temps, mais ça me paraît être plus un travail de dire, voilà, c'est des termes quand même assez compliqués, si tu veux en savoir plus, tu lis ça, c'est bon. Et puis, organiser les échanges autour du... Je vous montre un extrait d'un texte que les 5-6 en tout cas doivent connaître. Pourquoi le crocodile vit-il dans les rivières? C'est un texte qui va extrêmement bien pour travailler l'image mentale. Alors je vous montre juste le début. Le but fixé aux élèves, c'est de comprendre comment est-ce qu'on se construit une image, pour quelles raisons, et de prendre conscience que quand j'ai des images dans ma tête, j'arrive à le rappeler 3 jours après, 1 semaine après, voire même plus loin. Parce que j'ai fait cet effort de construire les images.
Donc voilà, quand le monde était encore jeune et que les choses étaient autres, le crocodile et le chien. Important de se faire une image d'un crocodile et d'un chien. Alors quand je dis chien, je ne suis pas sûr qu'on ait tous les mêmes images. Et c'est là que c'est important de nouveau de spécifier. Il y a des fois où on devrait avoir tous la même image et la plus nette possible, parce que la description elle est hyper précise. Et quand on vous dit chien, ça pourrait être un teckel, ça pourrait être un Saint-Bernard, ça pourrait être... Et qu'est-ce qui fait que je choisis le golden? Eh bien, peut-être j'en ai un, peut-être j'aime bien ces chiens, c'est plutôt l'affect qui va vous conduire ce choix. Et ça, c'est important de pouvoir aussi spécifier ça avec les élèves. Ils partageaient la même demeure sur les berges d'un grand fleuve, donc voilà, et on a mis ces 3 images. Après, il y a tout le texte, on a construit au fur et à mesure, alors en suivant les 4 étapes, je l'ai fait d'abord pour eux, puis après je les ai guidés, puis sur la fin, ils étaient tout à fait capables qu'un élève essaye de se construire sa propre image, etc. Okay. Le lendemain, je les ai reposés. 3 jours après, j'avais enlevé le texte et il n'y avait plus que les images. Puisque le but, c'était de pouvoir raconter en s'aidant des images. J'allais dire, la plupart des élèves arrivaient à raconter en se basant là-dessus. Et on a refait le même exercice 1 semaine plus tard, puis 1 mois plus tard. Ben pour eux, ça revenait. Et même à se dire maintenant, il y avait quoi au tableau? Vous vous rappelez l'image? Il se rappelle même la couleur du chien, hein, parce que voilà. Et c'est là qu'on voit la force de l'image. On dit souvent l'image, ça vaut 1000 mots. Alors quand vous associez image et mots clés, vous avez fait un double codage, et en général, ça passe très bien. Les stratégies, les liens avec justement la description, c'est souvent une représentation mentale. Quand il y a le choix d'un personnage, hein, il a choisi de s'enfuir. Ah ben, s'il a choisi d'un coup de faire ça, moi je peux réagir en tant que lecteur à me dire c'est bien, c'est pas bien, je ferai quoi, hein? Ce que vit un personnage, il lui arrive quelque chose, hop, il a eu un accident, ah s'il m'arrive un accident, qu'est-ce que, etc. Deviner la suite, prédire. Là aussi, il y a certains livres qui sont extrêmement bien écrits, et en général, à la fin du chapitre, il y aurait une prédiction à faire. Parce que l'auteur a pris conscience de ça, et qu'il pousse le lecteur à tourner la page, parce qu'il aimerait connaître la suite. Donc de se stopper et de se dire, moi, qu'est-ce que je prédis après, etc. Et de vérifier, mais attention de vérifier, que quand on fait une prédiction, on se base sur le texte. Parce que vous pouvez avoir des prédictions qui sortent complètement du cadre, et là, il faut faire attention. Exemple, si c'est un livre, disons, réaliste, et que tout d'un coup, votre élève prédit qu'il y aura un petit homme vert qui va venir aider, etc., il est hors cadre, parce qu'on est dans un texte réaliste. Donc sa prédiction, elle ne devrait pas exister, parce qu'il ne s'appuie pas sur le contexte du texte, ou sur les mots du texte. D'accord? Donc on ne peut pas prédire n'importe quoi. Il faut s'appuyer sur les informations du texte. Ça, c'est extrêmement important. Voilà, je crois que... Comment accompagner les élèves dans l'instauration du dialogue? Alors, déjà, quand vous lisez vous-même le livre, notez où vous vous arrêtez. Alors, sur la bataille des livres, vous n'avez pas le droit d'en noter, donc l'utilité d'un carnet de lecture est de pouvoir noter page 17, O, stop, et puis de ce que vous avez fait, juger, critiquer, vous pouvez avoir des codes, JC, fin, etc., pour aller plus vite et pour après proposer à vos élèves des pistes pour les aider à utiliser ces stratégies. D'accord? L'idée, c'est vraiment de se dire comment est-ce que je peux les amener petit à petit à être des lecteurs autonomes. Alors, voilà un exemple que j'ai pris dans le livre Le DAU, série AB, je crois, où ben voilà, à la fin du chapitre, j'ai nommé la stratégie, jugé, critiqué, je l'ai même transformé en question, parce que souvent pour les élèves, c'est une aide, d'accord? Que penses-tu des réactions, etc. Sur l'autre page, ben simplement, j'ai mis prédire qui va venir, mais au dos, j'ai mis ce que moi je pensais qu'il allait arriver. Il pourrait y avoir plusieurs possibilités, d'accord? Donc là, c'est vraiment aider l'élève, le situer à des endroits où il peut utiliser une stratégie,
Et puis après, peut-être, même chose toujours dans le même livre. À un moment, pour moi, il y a vraiment une inférence à faire parce que dans le texte de gauche, le Dahu fut retrouvé, etc. On ne dit jamais que le Dahu est mort. Il n'y a jamais ce mot dans le texte. Et pour l'élève, ça me semble capital que justement, ils prennent conscience que tout n'est pas écrit. C'est à lui de faire le lien en se disant, on l'a retrouvé le lendemain matin, oui, mais on peut retrouver des choses qui sont encore vivantes. En cohérence, il a été tué par des ivrognes. L'étape d'après, de situer simplement mettre, là, il y a un endroit où tu pourrais faire une stratégie, laquelle est-ce que tu choisirais en fonction de ce que tu viens de lire, etc. Et puis, au dos, de mettre que ça pourrait être prédire. Alors, il y a des fois où ça pourrait être 2 ou 3 stratégies. Hein. Donc là, je n'ai mis qu'une, mais il y a certains bouts qui pourraient être avec plus de... La prise de notes. Alors, chose importante, temps de lecture est plus important que la prise de notes. Vous avez peut-être vécu le temps où il fallait faire des résumés. On passait beaucoup de temps à résumer, plus des fois que le temps de lecture. Ce n'est pas du tout le cas. Quand on dit prise de notes, c'est des mots-clés. C'est en aucun cas des phrases complètes. Ça déboussole les élèves au début, parce qu'on les a toujours habitués à écrire des belles phrases avec une majuscule au début et un point à la fin, etc. D'accord? Là, tu lis, tu notes un mot, 2 mots, mais ça doit être capable de faire, hop, te rappeler. Donc, c'est-à-dire que vous allez proposer des supports variés, mais toujours de petits formats. Plus c'est petit, moins ils ont de place pour écrire. Et donc, plus vous allez les encourager à mettre des mots-clés. Ça, c'est vraiment capital. Et puis, ne corrigez pas l'orthographe. Autrement, vous allez mourir. Et ce n'est pas ça qui va les aider à mieux comprendre. D'accord? Alors là, il faut être clair avec les parents, je pense, d'une conférence de parents pour dire, voilà, les canaux de lecture, je ne les corrige pas du point de vue orthographe. Le but, c'est que vos enfants apprennent à résumer, à donner des mots-clés pour qu'ils puissent rappeler le texte. On n'est pas dans une leçon d'orthographe. On essaye d'écrire le mieux possible, les encourager à ça, mais ça n'est pas une leçon d'orthographe. Un résumé comme c'est noté. Alors, prendre des notes sur quoi? De nouveau, il va falloir modéliser avec les élèves sur quoi est-ce que l'on va prendre des notes. Alors là, j'ai mis une petite liste, les personnages, leurs idées, les lieux, mes ressentis, donc toutes les stratégies comme je vous ai encouragé à le faire lors de votre lecture. Comment est-ce qu'on s'y prend? Où est-ce que je m'arrête, etc. On est dans de l'enseignement explicite. Ça va? Important que les élèves aient en tête le schéma narratif. Pour moi, c'est un incontournable et ça peut aider à compléter. Là, je vous en ai mis un, j'allais dire complet, mais qu'on pourrait très bien vider du personnage principal, le qui, etc., où les élèves remplissent déjà cette case-là. Mais c'est important qu'ils comprennent que chaque histoire, elle est construite de cette manière-là. Alors, il y a les péripéties, je n'ai mis 2, mais il peut y en avoir 3, il peut y en avoir 4, etc. On pourrait même mettre par chapitre aussi. Et puis, il y a toujours cette résolution et puis cette situation finale. C'est important qu'ils puissent déjà aussi se dire, ah ouais, l'histoire, elle commence il y a qui? C'est où? Son problème, c'est quoi? Comment est-ce que ça évolue? Puis après, comment est-ce qu'il devient? J'ai fait une compréhension globale. Et on n'est pas sur du petit détail. Donc, c'est important qu'ils aient à disposition, voire pour noter. Voilà une autre façon de faire, la ligne du temps d'une histoire, c'est aussi le schéma narratif, parce que pas faire autrement, mais peut-être un petit peu plus fun avec des couleurs, etc. Et qu'on peut aussi demander aux élèves de compléter. Ça, c'est un document qu'on utilisait pour l'écriture, mais on voit bien que lire, écrire, c'est vraiment complémentaire et que ça nous aide beaucoup. Voilà un document d'enfant. Vous voyez que le schéma narratif, la courbe, après, ils y vont. Ils écrivent, suivant les chapitres. Alors, là aussi, est-ce que vous voulez demander, chapitre 1, il y a ça, chapitre 2, et puis ces mots-clés? À vous de voir ce que vous demandez
à vos élèves. Mais ça doit lui être utile pour pouvoir rappeler le texte et en parler avec ses camarades. Un livre qui a plein de bonnes idées, c'est Lecture autonome, où on propose des tas de petites possibilités de prendre des notes, justement, suivant les âges aussi. Parce que c'est clair qu'avec des 5-6, on va peut-être pas avoir un schéma narratif des plus complets, beaucoup de place, etc. Mais plutôt peut-être en 3 temps, tout d'abord, puis finalement. Voilà, des fois ça suffit, suivant l'histoire aussi. Et c'est pour ça que votre choix est important. Pour moi, il faut aider l'élève, de dire, tu lis ces livres, eh ben, je te donne l'intrigue des séquences, là, en 3 cases, c'est bon, tu vas pouvoir te rappeler le texte. Inutile de lui donner un document long comme le bras. Donc votre choix aussi de pouvoir les guider là-dedans est important. Une autre façon de faire, ce qu'on avait appelé le fil à raconter, où là aussi on leur donne des petites cartes avec des petites impulsions. Hein? L'histoire se déroule, alors où, il y a qui, ok. Tadada est un personnage qui fait quoi, qui a un jour le problème, puis elle fait quoi, etc. Et après, ben, on met ça pendant la suite, puis l'élève a son fil à raconter pour pouvoir simplement rappeler l'histoire. Pour les plus grands, j'ai simplement mis le schéma narratif, je vais dire, du point de vue littéral au kilomètre. Et là aussi, c'est un document. Je vous inviterai à me contacter si vous voulez ces documents, où on verra avec le webmaster si on peut mettre ces documents à disposition. Mais voilà, il y a vraiment le document complet. Mais là, je le verrai plutôt en 7-8 qu'en 5-6. D'accord? Ou voire même en 7-8, peut-être de prendre qu'une partie, ou enfin d'aller choisir quels sont les points sur lesquels il est important d'insister. En lisant et en notant moi-même mes mots-clés, en faisant le travail que j'aimerais que les élèves fassent, je me suis aperçu que finalement, dans certains livres, vous avez le chapitre avec un nom. Il est dénommé. Et ça peut aider les élèves à se dire, ah, chapitre 1, macho, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont mes actions, mes réactions, etc. Chapitre 2, donne collimateur. Ça aide les élèves, finalement, à prendre des notes à l'aune du titre du chapitre. Et puis, après la lecture, parce que ça me paraît toujours important de le faire. À l'inverse, dans certains livres, vous avez chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, et l'intérêt, ça serait justement de pouvoir dire, dans le chapitre 1, qu'est-ce qui se passe? Mots-clés, mais comment est-ce que je peux nommer le chapitre pour me le rappeler? Et un titre, c'est 1 mot, 2 mots, 3 au maximum. D'accord? Donc, faire le chemin inverse. Vous avez certains livres, comme le Rosalie, ici, il y a un rapport texte-image extraordinaire. Alors, j'ai simplement pris les photos du livre et puis de les mettre à disposition de l'élève pour qu'il puisse noter quelques mots-clés pour qu'il puisse se rappeler après les livres. Donc ça, c'est des documents voilà, qui sont prêts, que je mets volontiers à disposition, mais c'est important de se rendre compte qu'on peut prendre des photos, mais on pourrait dessiner. Donc avoir, il met des cases où les élèves, chapitre 1, je fais un dessin pour me rappeler de ce qu'il y a, je mets des mots-clés, double codage, c'est important. Passer aussi par le dessin. Personnellement, je ne passe pas par le dessin, parce que je suis un manche en dessin, mais quand on parle de dessin, ça serait plutôt des croquis. On ne demande pas un dessin parfaitement léché en couleur, enfin, etc. Mais comment est-ce que je peux représenter ça? Ça peut être prendre des notes sur des post-it 5-5, pas les grands, les petits post-it, pas tout petit, mais quand même. Et puis de se dire, voilà, un chapitre, un post-it. Je ne suis pas obligé de remplir complètement. Ça, c'est important à dire aussi. Vous avez aussi le petit carnet. Et là, je pense que ça vaut la peine. Les élèves aiment bien s'approprier ce genre de choses. Simplement, feuille A4, coupée en deux, pliée, et puis on collecte le nombre de pages qu'il nous faut, une page par chapitre. On peut le faire par l'ordinateur,
mais en format A5. Et à mon sens, un carnet A5, c'est trop grand. Il y a trop de place. Et je n'ai pas trouvé la solution pour faire la moitié de A5. Aussi, utiliser, j'allais dire, la thématique. Ça, c'est l'histoire des matrioshkas. Je pense que vous connaissez peut-être certains cette histoire où la plus petite se demande ce qu'elle fait parce qu'elle ne s'ouvre pas, donc elle va aller chercher pour quelle raison, puis elle se promène chez tous ceux qui ont, chez le peintre, chez le menuisier, chez le bûcheron, etc. Et simplement le fait de leur faire inscrire leurs mots-clés dans la matrioshka, pour eux, a été quelque chose qui les a touchés. Bon, c'est peut-être plus avec des 5-6 qu'avec des 7-8. Quoique. Hein? Donc, il s'agit aussi d'être créatif en tant qu'enseignant, parce qu'un support comme ça sort un tout peu de l'ordinaire. En résumé, je vous ai parlé ce soir de lire, comprendre et des stratégies de compréhension et de leur enseignement explicite, de la prise de notes sous différents formats et à vous de choisir pour aider vos élèves et les soutenir au mieux, et de noter bien entendu les stratégies qu'ils ont utilisées, la vérification de sa compréhension, et une compréhension globale, et être capable finalement aussi de juger, critiquer l'histoire, de prendre position en tant que lecteur, et de savoir de quel thème est-ce que l'auteur a voulu me parler. Et puis après, se préparer à l'échange, relire ses notes, choisir 2-3 stratégies, qu'est-ce que j'ai envie de partager avec mes copains, et après, avoir le livre. Avec ça, vous avez l'échange, et donc l'importance d'établir des règles et de leur donner un feedback. Alors là, bien entendu aussi, ne partez pas dans l'idée de donner un feedback à tous les cercles de lecture. D'accord? Parce que de nouveau aussi, vous allez mourir, c'est pas possible. Donc, choisissez en disant, voilà, aujourd'hui je fais avec ce groupe-là, après je fais avec ce groupe-là, puis après, etc. L'idée, il y a de nouveau une gestion de classe où tous les élèves ont eu au moins droit à un retour durant les 2 mois, et voilà. Donc, il ne faut pas non plus se dire que je dois absolument, tous les jours, chaque fois qu'il y a un cercle, donner un feedback. Vous ne pourrez pas. Donc, on a passé autour d'une lecture individuelle active, où l'élève s'arrête, se pose des questions, met en jeu des stratégies, la rédaction de notes de lecture, les échanges au sein de la classe, et puis systématiser les apprentissages. C'est-à-dire autant partager et continuer à partager avec eux autour des stratégies, autour des règles de l'échange. Tout ce que je vous ai montré là, finalement, il y a lire, comprendre, écrire, parler et s'écouter. Les 4 piliers des compétences langagères. On voit bien qu'avec, en faisant ça, on travaille vraiment de manière globale le plan d'études. Puis de temps en temps, apportez-leur des petites citations d'auteurs ou qui vous touchent. Enfin, je trouve que c'est important aussi de partager sur ce que vous ressentez lorsque vous lisez. Qu'est-ce que ça vous apporte? Ça, c'est important, de nouveau, dans l'échange avec vos élèves. Alors là, on sort des livres, mais au niveau de la lecture globalement. Voilà, merci pour votre écoute. Et si vous voulez me contacter pour avoir des documents, il y a mon adresse mail là-dessous. Voilà, merci pour votre écoute. Alors, après cette conférence, nous allons passer à des aspects un peu plus pratiques par rapport à la bataille des livres elle-même, et on va donc changer d'ordinateur.